Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez dédié votre vie au crime, ce qui vous a condamné à de très longues journées de travaux que vous n'avez jamais considérés comme forcés. Vous n'avez pas adopté comme devise « le crime ne paye pas », bien au contraire. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Alors, vous publiez le dictionnaire amoureux illustré du crime chez Plon et Grund, donc on va en parler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie est assez particulier, c'est-à-dire qu'on parle de votre parcours à travers des dates clés. Et j'en ai trouvé certaines qui permettent de mieux vous cerner, car il y a plein de choses à raconter sur vous. La première, elle est récente, c'est le 8 mai 2022. Manuel Valls vous offre pour vos 60 ans un livre sur Richelieu. Et c'est important parce que Paco Rabanne a assuré un jour que vous aviez été dans une vie antérieure le cardinal de Richelieu. Ah non, le père Joseph. Mais les deux, il a dit les deux. Il a hésité. Oui. Oui, nous étions à l'ambassade d'Espagne pour un docteur honoris causa que j'ai remis... que j'ai organisé à la Sorbonne. Emmanuel Valls y était invité aussi. Et Paco Rabanne était là à table. Et donc, on ne savait pas très bien de quoi parler. Et il dit, mais vous savez, je vois vos vies antérieures. Et, bien sûr, pourquoi pas. Et donc, on ne s'était jamais vu. Mais jamais. Et il dit, alors vous étiez le père Joseph. Alors, j'essaie de me rappeler à peu près le positionnement du père Joseph. Ça me convenait assez, d'ailleurs, à part l'appartenance confessionnelle, qui est un vrai laïc, moi. Mais après, il s'est dit, peut-être Richelieu, en fin de compte. Voilà. Il s'est interrogé. D'ailleurs, on vous a souvent surnommé Richelieu depuis, Alain Boer. Pas assez peu, non, en fait. C'est pas mon surnom. Mon surnom est Yoda. Ah oui, c'est autre chose. En tout cas, Paco Rabanne croyait tellement à la réincarnation qu'il affirmait avoir eu plusieurs vies. Il aurait été une maîtresse de Louis XV, il aurait vu Dieu 3 fois, côtoyé Jésus, tué le pharaon Toutankhamon et reçu la visite d'extraterrestres. Oui, je suis pas sûr que Louis XV ait aimé ses dernières créations en termes de robes, mais ça cliquetait peut-être un peu trop et on pouvait se blesser en cas d'urgence. Mais Paco Rabanne était absolument fascinant. Il racontait ses histoires. Voilà. Alors par contre, pour les dates de fin du monde, il n'était pas très à jour. Oui, c'était le cas aussi de Nostradamus. D'à peu près tout le monde d'ailleurs. Mais dans Nostradamus, c'était moins précis. Oui. Paco Rabanne vous donnait des dates plus détaillées. Je veux dire, on pouvait les retrouver sur le calendrier. Alors, vos ancêtres, Alain Boer, sont très éloignés de ceux de Richelieu. Je crois que vos grands-parents ont fui les pogroms de l'Europe de l'Est. Oui, mes grands-parents sont austro-hongrois. Voilà. Et donc, ils ont fui par antinazisme d'abord et par anticommunisme ensuite. Donc, ils ont fait 2 fois tout faux. Mais ils sont arrivés en France, d'abord en passant par l'Est, puis par le Lyonnais, où ils ont été protégés et sauvés par des paysans français, catholiques, à qui il faut rendre hommage, parce que l'esprit de résistance, c'était à Londres, mais c'était aussi dans la France de l'intérieur, celle qui justement sait accueillir et sait protéger. Voilà. Et vos parents, qui sont Georges et Monique Boer, ont travaillé dans le monde du textile à Paris. Alors, ça a commencé d'une manière assez bizarre. En fait, c'était pas du tout leur destinée. Mon père a commencé par être rédacteur à Col Bleu, la revue de la marine. Et puis ensuite, ils ont dû trouver de quoi vivre. Donc, ils ont surtout travaillé dans tout ce qui était les accessoires. Parce que si vous avez des boutons, des fermetures éclairs, des doublures, il y a beaucoup de boutons d'ailleurs. Et donc, ils ont commencé comme ça. Et vous leur devez, je crois, votre conscience sociale et votre engagement envers la justice. Non. Non, c'est pas une histoire de mes parents. Mes parents étaient très sociaux, mais ils étaient peu engagés, même pas du tout, ni politiquement, ni syndicalement, Ils étaient dans une logique d'intégration très intégrée. On ne se voyait pas, on se fondait dans la masse. Eux, ils étaient dans une logique assimilatrice très forte, français de haut en bas et sur les côtés. Et non, la partie sociale est venue... vraiment de lecture, d'un engagement plus personnel que familial. En fait, je suis le premier à la fois avoir fait des études supérieures et à avoir eu un engagement militant qui ne leur a pas plu du tout, d'ailleurs, puisque j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Au PS à l'époque, auprès de Jean-Pierre Chevènement d'abord, Michel Rocard ensuite, par anti-mitterrandisme primaire, secondaire et terminale. Comme quoi, voilà, bon, c'est... En termes de positionnement, je ne connaissais pas suffisamment François Mitterrand pour être aussi désagréable avec lui. Mais mon père était justement très, il ne faut pas faire de politique, tout ça n'est pas bien. Et voilà. Mais il m'a laissé faire quand même. Alors, il y a eu le bac d'abord, et je crois que déjà les sciences sociales et criminelles vous intéressaient. Ce qui m'intéressait, c'est le droit.
Le droit tout court. Vraiment, dans la cour de récréation, on m'appelait le juge parce que j'étais le casque bleu des bagarres du collège puis du lycée. Donc, c'est un métier que j'ai commencé très tôt, sans les bases professionnelles. Mais je voulais faire du droit. Ça m'a toujours attiré, fasciné. C'était mon vrai engagement était le droit. La justice c'est venu plus tard et le crime est venu in fine, un peu par hasard. Et ça, c'est à cause de Michel Rocard, puisque au départ, ce n'est pas du tout ma vocation. Mais j'ai été, au moment où il est arrivé à Matignon, ma vocation était de m'occuper des affaires universitaires et étudiantes, puisque j'étais vice-président de la Sorbonne, il y avait une sorte de logique. Mais vous savez, à l'époque, quand on faisait de la politique, tu parles anglais corvée de patates. C'est-à-dire qu'on faisait essentiellement ce qu'on ne savait pas faire. Et donc j'ai commencé par la crise en Nouvelle-Calédonie, qui n'était pas vraiment mais qui était un sujet d'actualité, puisque Michel Rocard a commencé son arrivée à Matignon après Ouvéa. Ensuite, Michel Rocard a des amis de 30 ans qui poussent à peu près comme les champignons après la pluie. Et donc un de mes collègues de Paris 1, dans mon université, a été nommé conseiller éducation. Ce qui ne me dérangeait pas, parce que le primaire, le secondaire et les maternelles n'étaient pas vraiment ma préoccupation de tous les instants, mais il a aussi récupéré l'enseignement supérieur, et donc vous avez à peu près ce sentiment de le sol s'ouvre devant vous au moment où vous pensez arriver enfin au sommet. Et j'ai été envoyé voir Rémi Pautrin, qui s'occupait des affaires de sécurité intérieure, et c'est auprès de lui que j'ai fait mes armes, alors avec un bizutage assez brutal, puisque j'ai eu l'attentat du DC-10 d'Ouvéa, la chute du mur de Berlin et la guerre du Golfe. Oui. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout faire. Je crois. Alors, parce que vous étiez surprenant quand même à la fac, puisque vous étiez pratiquement le seul à porter un costume et une cravate. Oui, c'est vrai. Et un loden. Le loden, c'est Manuel. Voilà. Manuel avait un loden vert, moi pas. Oui. Mais le costume cravate, oui, absolument. Ça tranchait à ce moment-là. Ah bah surtout à Tolbiac, vous imaginez, c'était pas vraiment la tenue officielle, mais du coup, j'avais ma propre identité. Je veux dire, tout le monde savait qui j'étais sans même savoir qui j'étais. Et vous aviez déjà la moustache? Alors la moustache est arrivée tardivement, mais j'avais déjà une capillarité rase. Voilà. C'est-à-dire que les cheveux sont tombés très vite. C'est une tradition familiale d'ailleurs. Et la moustache est arrivée parce que j'étais à la fois vieux dedans et je me suis vieilli dehors pour exercer un peu mieux des fonctions qui étaient atypiques, parce que j'étais vice-président chargé des finances à Tolbiac, enfin Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à partir de fin 81. D'ailleurs, vous aviez souvent dit que vous étiez vieux quand vous étiez jeune, oui. Ce que disait aussi Thierry Leluron, qui lui, malheureusement, n'a pas été vieux. Oui, exactement. Et il était toujours en costume. Et moi, je me rajeunis depuis que je deviens vieux, donc tout va bien. Voilà. Mais vous savez, les cheveux, vous savez, on est dans un pays démocratique, théoriquement, donc si les cheveux veulent s'en aller, qu'ils s'en aillent. Hein. Oui, moi, je suis pour la liberté capillaire. Mais d'ailleurs, je ne m'en fais pas repousser ni repiquer. Je vis très bien avec ça. Je pense d'ailleurs que si, malencontreusement, on mettait une moumoute, je perdrais beaucoup de ma popularité. Alors, il se trouve aussi que vous avez une particularité, c'est le permis de conduire que vous ne vouliez pas passer à cette époque-là. Alors, je l'ai passé, j'ai passé le code, mais je n'ai pas voulu passer la conduite. Pourquoi ? Parce que je suis un danger public et que donc il aurait été extraordinairement inquiétant de me laisser conduire un véhicule en ville ou sur une autoroute. Puisque j'ai une vision assez faible et qu'il aurait fallu beaucoup d'éléments correctifs. Et puis qu'on a inventé des trucs formidables, le taxi, le transport en commun, l'avion, le train, et ça suffit parfaitement à mon bonheur. Voilà. Thierry Ardisson est dans le même cas que vous, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas le permis de conduire, et Nikos Aliagas, qui n'a pas le permis de conduire, mais qui a quand même animé un stand Mercedes au salon de l'auto. Bah, écoutez, comme quoi, vous voyez, je suis en bonne compagnie. Alors, il y a quand même un événement qui a marqué ces années-là et auquel vous avez été associé. Mais lundi, les étudiants ont bien l'intention de réoccuper les amphis. On tient bon, on continue. La manifestation contre la loi Devaquet en 86. Les manifestations, ça a été important pour vous, Alain Boer? Bah, c'était important, j'étais vice-président de la Sorbonne. Et donc j'avais l'ordre public, parce que les vice-présidents à Paris 1 comme à Paris 4, on a une responsabilité tournante avec le recteur de l'époque. Et donc c'était très compliqué, parce que c'était très violent d'abord. Et ensuite, parce qu'il fallait traiter des questions à la fois de sécurité des étudiants, d'occupation ou de désoccupation des amphithéâtres. En plus, c'était assez alternant. On n'occupait pas toujours la même chose au même moment. Il y a des amphis qui, un matin, étaient Paris 1 et l'après-midi Paris 4. Vous voyez, c'était pas simple, la Sorbonne. C'est un peu byzantin comme dispositif. Et donc, il fallait gérer tout cela. Et puis surtout, j'étais vice-président de l'UNEF aussi. Et donc, j'ai dû gérer une confrontation majeure à l'angle de la rue Esnault-Pelletrie, là où il y a eu des dizaines
blessés. Et donc, j'ai découvert la violence du terrain et pas seulement la confrontation des idées. Oui, et en même temps, vous vous êtes fait des relations avec la police, avec les ministres. C'était le point de départ de vos connaissances. Oui, parce que dans l'organisation des manifestations, vous avez un référent, et donc la police avait défini un référent qui était le commissaire divisionnaire Berlioz, et le préfet de police avait mis en place un outil de dialogue qui était très intelligent et très bien fait. Et donc, nous avons créé les conditions d'un dialogue pour que les manifestations se passent bien plutôt qu'elles ne se passent mal. Mais c'est aussi une période où j'ai découvert deux polices, une police républicaine et une plus manipulatrice et plus provocatrice. Disons que ça ouvrait des perspectives diverses sur la réalité de la police. Et il y a eu une commission d'enquête qui m'a affublé du titre ronflant de colonel Boer, décerné par les gendarmes, qui considérait que dans la gestion de la crise, ça avait été le meilleur moyen de garantir la liberté de manifester et la limite de la casse. Voilà. Un colonel qui a gagné ses galons, d'ailleurs ses premiers galons, il y en a eu d'autres. Et on va continuer à évoquer votre parcours à travers la date du 6 mars 1997. A tout de suite sur Sud Radio avec Alain Boer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Boer. Nous parlerons tout à l'heure de ce dictionnaire amoureux illustré du crime que vous publiez chez Grund et Plomb. Mais on en revient à votre parcours. On a évoqué vos années d'étudiant et j'ai trouvé une date, le 6 mars 1997. D'après les archives de l'INA, c'est votre premier journal télévisé et vous êtes interviewé par Laurence Piquet et vous êtes présenté comme un expert en sécurité urbaine et évoqué la vidéosurveillance dans les lieux publics. Vous en souvenez ? Alors, je ne me souviens pas de la date, je ne me souviens pas de l'expérience non plus, mais c'est un peu comme les enfants de la télé. Je suis sûr qu'on peut toujours retrouver une archive un peu brutale. C'était pas brutal, c'est un journal télévisé. Oui, de 13h. 13h, oui. Oui, ça je me souviens. Voilà. Oui. C'était un moment assez intéressant parce que je suis arrivé et ni moi ni la personne qui m'accueillait ne savait exactement de quoi nous allions parler. Donc au maquillage, nous avons traité de la question « Quelle question voulez-vous que je vous pose ?» Je me dis « Celle que vous voulez. » Moi, je suis pour la liberté de la presse. Elle me dit « Ah bon, c'est rare. D'habitude, les gens, ils préfèrent répondre aux questions qu'ils ont eux-mêmes préparées. » Et donc, ça a été une vraie interview comme vous. Vous voyez, on ne s'est pas parlé avant, mais c'était assez bien, d'autant que je suis arrivé en moto, parce que j'avais très exactement 7 minutes pour arriver entre la réunion précédente Place Beauvau et l'entretien à Antenne 2. Je crois Antenne 2, oui. Et vous évoquez notamment la vidéosurveillance qui est alors totalement novatrice. Alors, elle n'est pas novatrice, mais c'est la première fois qu'on la réglemente de manière intelligente, puisque c'est la loi de 1995 qui a prévu une réglementation, une loi qui a d'ailleurs été censurée en partie par le Conseil constitutionnel, ce qui l'a rendue parfaitement instable et très compliquée. Et donc, l'État me demande de trouver un moyen d'équilibrer l'intrusion de l'image sur la voie publique et son contrôle. Et donc, nous mettons en place un outil qui va s'appeler la Commission nationale de vidéosurveillance. Madame Alliot-Marie détestera ce nom et l'appellera vidéoprotection, ce qui est plus chic. Il y en a qui appellent vidéotranquillité. Enfin, tout le monde a son petit nom, mais en fait, c'était vraiment ça. Et oui, je viens en parler pour expliquer ce qu'est la nouvelle réglementation et la manière dont elle va se mettre en place. Et le premier système de vidéosurveillance, en fait, il a été installé par Siemens en 1942 en Allemagne pour observer le lancement des fusées V2. Et en 68, dans l'État de New York, il y a eu la première vidéosurveillance aux États-Unis. Oui, c'est un système. Et en France, il y avait des systèmes dès les années 70, mais non réglementés. Plus ou moins amateurs, c'est à la française, on le fait d'abord, on discute ensuite. Et donc là, la loi avait imposé ce dispositif, c'était une très grosse loi, la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité de Charles Pasqua, mais c'était une loi très intrusive, corrigée par le Conseil constitutionnel, est devenue très compliquée à mettre en place. Voilà. Et c'est à cette époque-là vous vous intéressez aux problèmes de sécurité, ce qui est également novateur, parce que la sécurité, on en parle beaucoup aujourd'hui, Alain Boer, mais à l'époque, c'était pas un sujet si fréquent. Non, je m'en suis occupé à partir de 88, quand je suis à Matignon, puisque le sujet devient, après les attentats, la guerre, la chute du mur, etc. Le problème, c'est aussi de préparer les élections, notamment les municipales, puis les présidentielles. Michel Rocard est très intéressé aux questions de contrôle du renseignement. C'est le premier ministre qui se rend à plusieurs reprises dans les services de renseignement et qui demande qu'on sorte de la clandestinité les fichiers du renseignement en 91. Et moi, je commence à m'occuper de ces questions parce que les élus locaux sont face à un problème. C'est que la France est un pays très étrange. C'est que sur n'importe quel problème émergent, elle commence par un triptyque qui s'appelle négation, minoration, éjection. En France, c'est courant. 1, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. 2, c'est pas grave, c'est beaucoup moins important que ce que vous pensez. Et 3, bon, c'est vrai, c'est grave, mais j'y peux rien. Ce qui fait que la population locale, le citoyen lambda, quand il n'a pas d'interlocuteur, il va en chercher un autre, si possible, bien à l'extrême, qui lui a une réponse et une solution à tout. Et donc, le moment où il a fallu traiter de ces questions de sécurité, notamment pour les élections municipales, pour des maires de gauche qui, pendant des années, avaient nié la réalité sécuritaire et qui ne voulait pas perdre les élections ou éventuellement les gagner, ça a été de prendre en considération les questions de sécurité. Alors, je ne dis pas qu'à l'époque j'étais le meilleur, mais comme j'étais le seul, je me suis effectivement fait une spécialité des problèmes de sécurité autant locales que nationales. Et c'est comme ça que j'ai effectivement commencé à travailler, écrire, publier, enseigner à l'Institut d'études politiques de Paris, puis à Paris 5, Paris 2, Paris 1, enfin un peu partout, parce que c'était effectivement un non-sujet. Mais pas un non-sujet parce qu'il n'existait pas, mais un non-sujet parce qu'on ne voulait pas le voir. Voilà. Et en même temps, on n'imaginait pas encore le développement des nouvelles technologies comme on les a aujourd'hui, Alain Boer. Bon, on n'imaginait pas grand-chose à l'époque, mais on savait qu'il allait se passer des évolutions et des révolutions, mais pas aussi vite. Je dirais que c'est pas qu'on voyait pas, c'est qu'on voyait pas si vite. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas qu'aujourd'hui on aurait tant de choses à gérer dans tous les sens dans ce domaine-là. Je suis pas sûr. En fait, les gens sont très lucides, mais ils espèrent que ça n'arrivera pas. Donc, ils font comme si ça n'allait pas arriver, tout en se disant que ça va arriver. Vous savez, l'humain est plein de contradictions. Alors, c'est à cette époque-là que vous commencez à publier vos premiers livres. Alors, il y a les nouvelles phases de la criminalité. Le premier, c'est un que sais-je ? Violence et insécurité urbaine. Voilà. Et ça a commencé. Vous avez commencé à écrire des livres, ce qui n'était pas au départ votre chose favorite. Quand j'ai commencé à enseigner, il a fallu écrire des cours. Oui. Quand j'ai écrit des cours, il a fallu trouver des références et des sujets. J'ai découvert l'immense inanité, l'absence totale de réflexion sur ces questions. Pas plus philosophique que technologique, que juridique. Enfin, c'est très étrange. Le refus de l'obstacle amenait à ce que on n'écrive même pas ce qu'on ne voulait pas discuter. Et donc moi, quand quelque chose me manque, j'écris. Ouais. J'écris pour compenser ce que je n'ai pas trouvé. Et donc le premier livre, c'était Violence et insécurité urbaine. Et d'ailleurs, mon premier éditeur, qui n'était pas les Presses universitaires de France, mais les éditions du Moniteur, je suis rencontré sur un éditeur formidable qui m'a expliqué que le rôle essentiel de l'éditeur était de ne pas publier. Ah bon ? Voilà, donc il m'a dit, non, faites plutôt des articles dans la revue du Moniteur, vous verrez, ça sera bien mieux. Et le patron des Presses universitaires de France à l'époque, hélas décédé depuis, m'a dit ça va être un livre formidable. Et d'ailleurs, c'était un livre formidable parce qu'il en a vendu près de 50 000 exemplaires. Oui, et insécurité urbaine, on n'en parlait pas encore beaucoup. Non, non, on a inventé je dirais pas qu'on a inventé le concept, disons qu'on l'a rendu publiquement visible et que ça a intéressé beaucoup les gens de comprendre ce que c'était que ce concept étrange dont l'inventeuse est une femme commissaire des renseignements généraux, Madame Buitruong, qui avait inventé l'échelle des violences urbaines. Voilà. Et puis il y a quand même un film qui avait évoqué l'insécurité urbaine, c'est celui-ci. Orange Mécanique. Orange Mécanique, film célèbre, qui est l'un des 2 seuls films classés R, restricted, avec Macadam Cowboy aux États-Unis, parmi ceux qui ont été nommés à l'Oscar du meilleur film. Oui. C'est un film qui a révolutionné. C'est le titre de mon premier grand papier pour le colloque de Villepin dans Le Monde, qui s'appelle, non pas Orange Mécanique, mais une pléthore d'Orange Mécanique. Moi, je voulais que ça s'appelle Orange Mécanique. Et c'est une des rares fois où le journal Le Monde est sorti de « on va pas en parler » à « il y a quand même un problème », ce qui est plutôt à sa gloire. Ce film vous avez marqué ? Ah oui, oui, c'était très, très, très violent et très étrange comme film, à cause justement de la partie musicale, de la folie, de la gestion de la folie aussi, pour l'auteur principal, ce qui est Malcolm McDowell, je crois, c'est ça. Qui est traité dans un hôpital psychiatrique avec cette espèce d'incapacité de la société à comprendre la violence dite gratuite qui ne l'est jamais, la violence pure. Et Kubrick n'était pas moins fou d'ailleurs, il était très particulier aussi. Oui, mais enfin bon, lui est un artiste. Alors, à l'époque, effectivement, on n'imaginait pas que la violence urbaine, aujourd'hui, ce serait ça, Alain Boer. En fait, on avait oublié, parce que les Apaches, ça date de 100 ans avant. Oui, mais c'était pas aussi violent. Ah, c'était extrêmement violent. Nous, on a oublié, on a zappé cette période, mais... Vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs. Oui, lisez les textes de l'époque, Le ventre de Paris, etc. Vous regardez le film...
avec Simone Signoret, Casque d'or, qui est un docu-fiction, en fait. C'est pas un film de fiction, c'est un documentaire sur les Apaches. Et vous vous rendez compte que le surinage, l'arme blanche, c'est pas né de la semaine dernière dans les banlieues dont on parle, mais c'est très ancien. En fait, il y a eu beaucoup de violence. L'histoire de la violence en France, c'est qu'on est passé en homicide pur, c'est à peu près le seul indicateur qu'on ait de manière fiable, tout le reste est très évolutif, de 150 homicides pour 100 000 habitants à 1. Le problème, c'est le retournement de la violence physique depuis 15 ans, même très exactement depuis 2012. Avant, on était très violent. Quand on rentrait à la maison et qu'on n'avait été ni violé ni tué, on était content. Et vous avez à l'époque un modèle qui est Rudy Giuliani, le maire de New York. Alors, c'est pas tout à fait mon modèle, mais le modèle, c'est New York. C'est-à-dire la politique du zéro tolérance et de la vitre brisée, c'est-à-dire une double politique, la politique du on ne tolère pas la réitérance et la récidive, et la politique du on traite les problèmes dès le début, on n'attend pas qu'ils deviennent impossibles à traiter. Donc c'est le cumul de ces deux, une vision par un procureur, puisqu'il est à l'époque procureur républicain de la ville de New York, et la vision de deux universitaires qui permet justement de faire une sainte alliance entre ce que va devenir mon métier et son application, puisque la criminologie c'est un acte pratique, en fait c'est une science clinique. On établit un diagnostic qui doit être partagé, on imagine un pronostic, il doit être discuté et on propose des thérapeutiques qui doivent être disputées. La France est le pays où on a les spécialistes des thérapeutiques sans diagnostic, donc c'est compliqué. Donc oui, j'aimais bien l'idée qu'on reconnaisse le problème, qu'on lui donne un nom et qu'on ait des options de traitement. Alors ça, ce sont quelques-unes de vos activités. Il y en a d'autres. Et il y en a une que j'ai relevée à travers une autre date, le 21 octobre 2011. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Boer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Alain Boer. Nous parlerons tout à l'heure de ce dictionnaire amoureux illustré du crime que vous publiez chez Grund et Plomb. Et on revient à votre parcours. On a évoqué vos débuts. Et puis il y a une chose étonnante, c'est le 21 octobre 2011. France 2 diffuse un téléfilm réalisé par Olivier Guignard qui s'appelle Ritiel meurtrier. Et c'est vous qui êtes à l'origine de ce téléfilm. Alors, je suis l'idée originale. Voilà. J'ai un peu participé au scénario. Oui, c'est une commande qui m'a été faite par Jacques Kirsner, le producteur, et qui voulait qu'on fasse un thriller maçonnique. Voilà. Et donc, j'ai écrit un thriller maçonnique. C'était assez drôle. J'avais écrit des romans policiers déjà à l'époque sur le même sujet avec Roger Daché, le président de l'Institut maçonnique de France. Donc ça nous avait, chez Jean-Claude Lattès, ça nous avait beaucoup amusé. On en avait écrit 2. Et donc on s'est lancé dans cette aventure étrange de passer sur le petit écran et pas seulement sur les pages qu'on tourne d'un livre. Voilà. L'histoire, c'était une série de crimes commis à proximité de temples maçonniques et selon un rite ancien de la franc-maçonnerie, c'est ça? Oui, contre des maçons utilisant un rite pour masquer la réalité des vrais auteurs de ces crimes. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la franc-maçonnerie est quelque chose de discret. Et là, il y avait une fiction évoquant la franc-maçonnerie à Alain Boer. Ah, c'était pas la première fois. Il y a eu plusieurs fictions évoquant la franc-maçonnerie, parfois des fictions anti-maçonniques, d'autres qui racontaient simplement un moment de la maçonnerie. Mais là, on a assumé le fait qu'il n'y avait rien de secret, que les rituels étaient en vente libre depuis 1749, je crois. Donc, il n'y a pas de secret. Le secret de l'initiation, c'est un secret intime. C'est ce qu'on vit personnellement. Mais le reste, c'est un décor, des modèles. Et d'ailleurs, la maçonnerie des origines, il n'y a pas d'initiation et il n'y a pas de rituel. C'est la maçonnerie des bistrots et des tavernes. Il n'y a pas... Tout le reste est venu après pour donner un peu de décorum et de chic au processus. Mais le processus initiatique, il ne peut être que vécu, il peut même pas être raconté. On peut le voir, on ne peut pas le vivre. Alors, il se trouve aussi que la franc-maçonnerie, vous êtes arrivé très jeune et vous avez atteint les plus hauts grades et que ça a été aussi une vraie passion et quelque chose d'important pour vous, Alain Boer. Alors oui, ça c'est né de mon désappointement politique. C'est-à-dire que dans la section du Parti suisse où j'étais, la question n'était pas de savoir si ce que je disais avait un intérêt ou pas, si c'était intelligent ou idiot, mais c'était uniquement en fonction de qui le disait. Donc dans une section mitterrandiste, quoi que se dise un rocardien, c'était nul. Dans une section rocardienne, c'était moins pire, mais quand même, il y avait des petites pulsions irrésistibles. Et j'ai trouvé ça extraordinairement insupportable et désagréable. Et puis j'ai appris en maçonnerie
moment formidable qui est on t'interrompt pas quand tu parles. Voilà. C'est pas un concours de décibels où le seul gagnant est l'animateur qui a réussi à ce que personne ne finisse une phrase dans un brouhaha général et content que on ait dépassé le niveau sonore le plus insupportable. Donc ça, c'est vraiment un apprentissage formidable de l'obligation de l'écoute, donc de l'apprentissage de la patience. Et je ne suis pas un garçon patient, naturellement en tout cas. Je l'ai appris avec l'âge. Et voilà. Et donc oui, c'était un vrai engagement. Et alors vraiment, je ne regrette rien de mes années maçonniques. Je suis toujours adhérent de base, hein, donc je ne suis pas parti. J'ai abandonné l'intégralité des fonctions possibles et imaginables, mais ce fut vraiment une pédagogie du respect, du silence et de l'attention qui est absolument formidable. Et c'est le principe que nous adoptons dans les clés d'une vie, c'est-à-dire qu'on vous laisse parler, ce qui n'est pas courant, je crois, dans les autres émissions de radio. Oh, ça dépend avec qui vous êtes. Regardez, je prends C'est dans l'air, par exemple, qui pour moi est un modèle de l'entretien. On vous explique avant même d'entrer sur le plateau que si vous interrompez quelqu'un avant qu'il ait fini sa phrase, vous n'êtes pas réinvité. Donc c'est pédagogique. Exactement. Alors, il se trouve dans ce film, il y avait Eric Elmosnino, qui à l'époque était encore dans le théâtre public et qui, avec le film de Gainsbourg, a totalement évolué. Absolument. Et est devenu un grand acteur qu'on a reçu dans la clé d'une vie. Et c'est un grand acteur dans le film aussi. Exactement. Ah, ça, on l'a remarqué. Alors, ce film a une particularité, c'est qu'il a été vendu sous forme de DVD avec l'Express quelques mois plus tard, ce qui était tout à fait nouveau à la Bohème. Alors, c'est l'Express qu'il voulait, parce que l'Express avait à l'intérieur de son équipe rédactionnelle un journaliste qui était le premier à avoir fait une rubrique où il s'était spécialisé, une rubrique et un blog sur la franc-maçonnerie. Et c'était un clin d'œil, en fait. Ils ont trouvé que c'était drôle d'acheter, je crois qu'ils en ont acheté 30 000. Je me souviens bien, hein, mais c'est comme je dis souvent, j'écris les livres, je ne les vends pas, je fais les scénarios, je ne vends pas les films. Mais ils avaient été vraiment très, très intéressés à l'idée de faire ce clin d'œil, d'avoir à la fois le regard critique du journaliste et le DVD pour faire une vente. Et d'ailleurs, je crois que le numéro s'est épuisé assez vite. Ce qui est fascinant avec vous, Alain Boer, c'est le nombre de tâches que vous effectuez chaque jour. Parce que bon, il y a les livres, il y a vos actions politiques, il y a tout ce que vous faites. Les actions politiques sont très réduites. Oui, mais il y a eu. Et moi, j'ai un peu vérifié vos emplois du temps. Vous avez aussi bien enseigné à Paris qu'à New York, à Pékin, en Israël. Et à Shanghai, et à Abu Dhabi, et à Moscou, du temps où ça se faisait. Oui. Et pourquoi ? Bah, pourquoi pas ? Oui, mais en même temps, il faut le faire. Sur les questions de terrorisme et de protection des personnes, des biens et des États contre des activités qui ne sont pas de la résistance, mais de la destruction et du malheur, la plupart des pays ont des intérêts communs. Et mon avantage, c'est que dans mon métier, je peux dire la même chose à tout le monde. Je ne suis pas obligé d'adapter mon discours. Je ne suis ni diplomate, ni président de la République. Donc, je peux être à peu près cohérent avec moi-même. Et sur ces manières d'anticiper, de prévoir, de dissuader, d'identifier les individus et même de les interpeller puis de les juger, on peut raconter la même chose à tout le monde. C'est parfois désagréable. Mes amis israéliens ont des souvenirs un peu cuisants de choses que je leur ai dites de manière très brutale parce que, comme disent les Chinois, les vrais amis se disent la vérité. Donc, il m'arrive d'être très désagréable, mais dans l'intérêt de ceux à qui je parle, parce que leur intérêt, c'est pas d'arrêter les auteurs d'un attentat, c'est déjà trop tard, il y a des victimes, c'est d'éviter qu'il y ait un attentat. Pour éviter qu'il y ait un attentat, il faut écouter, il faut entendre, il faut admettre des préjugés, des biais cognitifs, et donc tout ça s'apprend. Et donc, pour apprendre, il faut accepter qu'on puisse faire des erreurs. Oui, et en même temps, à chaque fois, on vous appelle dans ces pays-là. Votre réputation est internationale. Moi, je me souviens de mes premières interviews journalistiques. C'était Jacques Léotet, premier criminologue de l'histoire. Et lui, ça n'est pas le premier. C'était le patron de l'Institut de criminologie de Paris, qui était à l'époque un vrai institut de criminologie. Mais les plus anciens sont plus anciens que lui. Voilà. Edmond Locard, par exemple, a été le plus ancien. C'est un Lyonnais, donc j'en profite. Voilà, et c'est vrai qu'on écoute Sud Radio à Lyon aujourd'hui. Et Émile Durkheim, qui est le fondateur du concept même de criminologie et qu'il a expliqué dans Méthode des sciences sociales en 1895. Mais Jacques Léotet a été le tenant vraiment remarquable de la poursuite de la criminologie avant qu'elle disparaisse. Après lui. Elle a été éliminée du champ académique avant qu'on recrée une chaire au Conservatoire des Arts et Métiers
dans une des dates que vous avez peut-être ou pas, mais qui sera 2009. Voilà, exactement. Et j'allais vous en parler parce que vous avez créé, Alain Boer, la première chaire de criminologie appliquée en France au Conservatoire des Arts et Métiers. Oui. Ça, c'était tout à fait nouveau. Alors c'est nouveau depuis Léoté. Léoté était professeur des universités, mais la chaire a été créée au CNAM. Le CNAM, c'est le conservatoire qui a été inventé par l'abbé Grégoire durant la Révolution pour faire tout ce que l'université ne voulait pas faire. L'université s'était fait une spécialité, en résumé, je suis un peu méchant en disant ça, mais de la médecine non intrusive et du droit canon, ce qui n'allait pas très loin. Puis du droit des parlements. Mais elle voulait pas traiter du reste parce que c'était soit du journalisme, soit c'est pas son problème. Donc au moment où on veut parler langues étrangères, François Ier crée l'Institut des langues orientales parce que l'université veut pas parler des langues étrangères. Au moment où on veut faire de l'archéologie et de la paléographie, faut créer l'école des chartes parce que l'université ne veut pas le faire. Au moment où on commence à étudier la chimie, la physique, etc., il faut le créer au conservatoire parce qu'ils ne veulent pas le faire. Au moment où il faut créer la gestion, il faut le créer au conservatoire. Au moment où on veut étudier la science politique, Émile Boutmy, qui est un spécialiste des colonnes ioniennes et doriques, ce qui n'est pas terrible, est obligé de créer l'Institut d'études politiques. Et le conservatoire accueille tout ce que l'université, dans un premier temps, ne veut pas faire, dans un deuxième temps, se dit ah quand même faudrait que je le fasse, et dans un troisième temps explique qu'il faudrait qu'on arrête de le faire puisqu'elle le fait. Voilà. Donc j'ai de la chance, la criminologie est arrivée là-dedans comme l'a été le journalisme qui ne s'enseignait pas à l'université, de droit pénal que l'université n'aimait pas, l'environnement, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et donc le CNAM crée, sur l'impulsion de Nicolas Sarkozy, qu'il faut remercier, une chaire de criminologie, et mes collègues m'élisent à la chaire de criminologie. Et donc, je suis effectivement le seul et toujours unique titulaire, parce que en fonction des jours qui passent, je ne sais pas si je suis une espèce en voie d'apparition ou de disparition, mais une espèce protégée. Voilà. Alors, le crime aussi, pour les lecteurs de France Soir, ça a été le crime ne paie pas dans les années 50-60 dans le quotidien, la dernière page faite par Paul Gordeau sur des véritables crimes. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est la première bande dessinée verticale de l'histoire, alors que tous les autres étaient horizontales. Oui, mais vous avez d'ailleurs la grande presse, c'est celle qui a montré le crime, le petit journal avec l'affaire Tropman, premier feuilleton criminel de l'histoire, et Gallimard, avec la création du journal Détective. Gallimard, la grande maison d'édition, fait un journal dédié au crime, Détective, dans les années 30. Oui, où les plus grands écrivains viennent raconter des histoires très noires. Alors, il se trouve aussi que pour tenir ce rythme et faire autant de choses, vous avez une vie très réglée. C'est-à-dire que vous vous couchez tôt. Et je me lève tôt. Et à 3 heures du matin, vous êtes debout. Oui, 3h30, 4h. Il m'arrive de faire la grasse mat. Mais je ne suis jamais, je ne sors pas, je ne dîne pas en ville. Et en général, à 20h30, alors je me couche vers 22h quand même, faut pas exagérer. Mais à 20h30, je suis chez moi, aux grandes dames de mon attaché de presse qui essaye régulièrement de me faire sortir le soir à des heures indues, et ce que je refuse régulièrement, sauf 1 ou 2 fois par an, par une sorte de regret ou de remords, parce que de temps en temps, il faut faire un effort. Puis vous avez une autre passion, c'est la gastronomie. Vous avez aussi officié dans ce domaine à travers des livres qui ont marqué les libraires. Oui, d'abord j'ai écrit des confessions gastronomiques, qui était un livre avec 60 grands chefs qui racontaient leur parcours. Là, je suis en train d'écrire la suite, qui est là des jeunes chefs qu'on ne connaît pas encore, l'avenir de la gastronomie, parce que c'est un vrai sujet, que je mange 2 fois par jour, pas 3 fois, maintenant j'ai arrêté, mais que j'essaye de manger bien et bon et dans des endroits intéressants et sympathique. J'ai écrit 2 que sais-je aussi, les 100 lieux et les 100 mots de la gastronomie, ce qui était très intéressant. Et puis j'ai été inspecteur et chroniqueur pour des grilles gastronomiques. Et donc voilà, c'était un parcours particulier, mais c'est pas plus difficile que faire autre chose. C'est-à-dire que de toute façon on mange. Oui, mais il faut arriver à faire tout ça. On mange toujours, je sais pas, vous prenez un petit déjeuner, un déjeuner, il vous arrive de dîner. Oui. Voilà. Et en même temps, là aussi, il y a une évolution de la gastronomie. Les chefs n'étaient pas des stars dans les années 70. Non, c'est vrai, vous avez raison. Les premiers, c'est évidemment Paul Bocuse, Raymond Olivers. Quand la télévision se saisit des chefs pour les mettre en avant, le chef sort de sa cuisine, se montre en cuisine, commence à avoir des contrats. C'est-à-dire à plusieurs restaurants, il n'est pas obligé d'être dans le même restaurant tout le temps, il peut être exécutif chef, il peut être consultant, et donc le plus grand héros de la gastronomie moderne est Alain Ducasse, sans commune mesure, avec Paul Bocuse, c'était vraiment le duo incroyable de la gastronomie qui a révolutionné, modernisé, développé. Alors l'un malheureusement nous a quittés, l'autre est toujours là et bien vivant, et
Et ça a été vraiment une révolution, l'un par la diversité absolue de ce qu'il faisait, et Ducasse qui peut vous faire du sandwich à 10 €, parce qu'il ne faut pas exagérer, il dit souvent 1 €, mais on n'y croit pas, au gastro à 400. Mais le fait que ça soit bon dans tous les cas de figure est quand même tout à fait remarquable. Et puis des générations nouvelles, et surtout une féminisation qui a dépassé les maires de Lyon, MERES, pour vraiment ouvrir aujourd'hui une génération incroyable de jeunes chefs talentueuses, pleines d'inventivité, qui sont tout à fait incroyables, et donc c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Voilà, maintenant on va continuer à boire vos paroles, si j'ose dire, à travers la date de la sortie de votre dernier livre, le 17 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Alain Boer. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Alain Boer. On a évoqué tout votre parcours, et ce parcours il continue avec le 17 octobre 2024, la sortie de ce dictionnaire amoureux illustré du crime. Alors, il y a quand même un paradoxe dans ce dictionnaire amoureux publié chez Plon et Grund, c'est que amoureux et crime, au départ, ça irait pas ensemble, théoriquement. Eh ben, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit la première fois où on m'a commandé un dictionnaire amoureux. Et pourtant, non seulement ils l'ont commandé, ils l'ont publié dans la version papier initiale ancienne, et qu'il a connu un grand succès. Pourquoi ? Vous imaginez un monde où il n'y aurait ni opéra, ni théâtre, ni cinéma, ni télévision, ni émission de radio, ni émission de télévision, ni journaux, ni discussion du café du matin sans crime. Il ne va pas vous rester grand-chose, hein. Or, le crime, il y a un côté fascinant. D'abord parce que le crime, c'est la mort, mais c'est aussi la vie. C'est le fait divers, c'est un événement incroyable de l'aventure humaine, où on voit le mal et le bien, la protection, le shérif autant que le hors-la-loi, le beau criminel comme l'horrible, qui nous fait peur, mais qui nous fascine tout autant. L'enquête fascine autant que mon émission du samedi avec Marie Drucker, au bout de l'enquête. Elle fait aujourd'hui entre 16 et 18% de l'audience de France Télévisions à cause de son côté pédagogique, pas de sa mise en scène. Et donc la pédagogie du crime, c'est montrer ce qu'il est dans sa réalité, expliquer ce qu'il est, et ça c'est un acte vraiment informatif et formatif. Et puis aussi montrer des clins d'œil. D'abord le crime dans la fiction. Voilà, c'est comme Hannibal Lecter, dont Donald Trump pense qu'il est vraiment vivant, et à qui il fait référence dans ses meetings, ce qui me laisse toujours je suis toujours très impressionné par. Je me demande à quel moment Hannibal Lecter va entrer en scène avec Elon Musk, bras dessus, bras dessous. Donc il y a des moments comme ça qui montrent que le mal, le bien, la lutte contre le mal, la promotion du bien, la justice, les héros et les victimes sont des éléments qui construisent la vie dans la réalité. Et donc un dictionnaire illustré du crime, c'est très bien. Et amoureux, parce que évidemment j'ai la même fascination que les autres, mais moi j'ai une fascination pédagogique, herméneutique, justement pour montrer ce qu'il y a derrière le décor, et pas seulement ce qui est spectaculaire. Alors, il se trouve que vous remontez très très loin, vous remontez à Lucrèce Borgia, oui. Vous remontez à Charlotte Corday, car c'est Caïn, Abel, tout ce que vous voulez, tout le monde y passe. Et c'est vrai que c'est important de remonter aussi loin pour raconter l'histoire complètement. Bien sûr, parce qu'elle a façonné notre histoire. En fait, quand vous regardez un livre d'histoire, vous avez quoi ? Les batailles, les couronnements et les assassinats. Oui, donc on y est. Alors il se trouve aussi que vous évoquez ceux qui ont marqué l'histoire du crime d'une façon très particulière, comme par exemple Alphonse Bertillon. Oui, alors qu'il y a un vrai faux inventeur, parce que d'abord le système Bertillon a été un échec total. Trop compliqué, trop difficile, trop long. C'était des fiches de police. Ah non, c'était un calcul anthropométrique qui permettait de calculer du bout du doigt jusqu'au bout de l'épaule, la circonférence, la hauteur, machin. C'était un truc formidable, mais avec les moyens de l'époque, c'était pas une fiche qu'il fallait, c'était un fichier par personne. Donc ça ne marchait pas. Par contre, il a eu le génie de récupérer des inventions anglaises sur les empreintes digitales et chinoises d'ailleurs, des inventions américaines sur la photographie, des éléments venus d'ailleurs, et il a créé une synthèse de tout ce qui existait de manière éparse un peu partout pour créer un deuxième système Bertillon dont il n'est pas
l'inventeur, mais dont il a fait la synthèse des inventions des autres. Et ça, c'est vraiment tout à fait remarquable. Un préposé à la préfecture de police de Paris qui a le premier créé le système anthropométrique moderne, qui a permis de sortir des fichiers anciens, le sommier notamment, ces espèces de presse-papier qu'on avait, ou surtout de la marque au fer rouge, qui était la manière d'identifier les criminels, comme dans un bon Alexandre Dumas. Oui, il avait commencé comme commis, je crois, au bas de l'échelle, il était monté très haut. Et puis il y a d'autres criminels que vous évoquez et que Joe Dassin a chanté. C'était la bande à Bono. Les banques criaient misérables. Il a fait les Dalton aussi. Il a fait les Dalton aussi, oui. Et la bande à Bono, ça aussi, ça a marqué l'histoire. Oui, parce que c'est des anarcho-criminels, c'est le crime politique. En tout cas, le crime enrobé de politique, d'anarchisme, de revendication. Le crime compliqué, le crime hybride, là où on n'est pas tout à fait dans... Il y a les méchants criminels et puis il y a les revendications politiques. Alors on criminalisait beaucoup les syndicalistes et les responsables politiques, ce qui fait que d'ailleurs il y avait une sorte d'incertitude sur qu'est-ce qui était à criminaliser ou pas. Hein. Les lois scélérates datent de cette époque-là, 19e siècle, fin du 19e, mais il y a un sujet spécifique à Bande à Bono. D'abord, c'est spectaculaire. Ensuite, il devient le premier ennemi public numéro 1 de l'histoire, on va dire, moderne en tout cas. Hein. Bon, il y en a eu quelques-uns avant lui, mais là, c'est vraiment un sujet moderne. Et puis, il va marquer les esprits parce qu'il est justement à la marge entre deux mondes, le monde de l'engagement politique, anarcho-syndicaliste, et puis le monde du crime et des assassinats, y compris contre le petit personnel et pas seulement les acteurs politiques. On n'est pas simplement dans la tentative d'assassinat, la bombe au Parlement ou l'assassinat du conseiller à la Cour de cassation ou du responsable politique. On est vraiment dans un univers bizarre chez Bono. Ouais, ça a donné d'ailleurs Clémenceau et les Brigades du Tigre, un feuilleton de télévision qui est le plus long feuilleton de la télévision. Il y a 58 épisodes de 35 minutes. Remarquable. Où il y a comme dans des rôles très secondaires, Claude Bolling qui apparaît et une jeune comédienne qui est Diane Curis, qui n'avait pas encore fait de film, qui est dedans. Voilà. Et alors, la télévision aussi, c'est Les Incorruptibles, avec cette série découverte par hasard quand il n'y avait rien à lancer sur la seconde chaîne. Et Les Incorruptibles, c'est Al Capone, dont vous parlez dans ce livre. Et en noir et blanc. Et en noir et blanc. Oui, alors ce qui est intéressant des Incorruptibles, c'est que tout le monde pense que c'est la police qui a fait tomber Al Capone. En fait, c'est les agents du fisc. Et ça, c'était très intéressant de voir à quel point la comptabilité, comme ce sera le cas pour Pablo Escobar bien plus tard, est un instrument qui va devenir un instrument de police et de lutte contre le crime organisé, notamment les trafics d'alcool à l'époque et de stupéfiants ensuite. C'est à peu près la même logique de développement. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir. Et puis, Al Capone, c'est le plus grand bandit moderne, bien au-delà d'Al Capone, de Pablo Escobar, mais avec la même logique. Il se fait voir, il se montre, il ne se cache pas. Il fait étalage de sa fortune, de sa puissance. Puis, c'est un homme extrêmement intelligent, entouré des meilleurs experts, notamment financiers, puisqu'il va passer, même si ça ne se sait pas beaucoup, de l'argent par la prohibition à deux phénomènes nouveaux, l'achat de blanchisserie pour blanchir l'argent de la prohibition, et de là viendra le blanchiment qui sera d'abord du blanchi semant, et puis deuxièmement, il va se réorienter après la fin de la prohibition et donc du trafic d'alcool vers... L'automobile, le téléphone. Non. Allez-y. La gestion de la distribution de bouteilles de lait, et notamment c'est à lui qu'on doit la date de péremption sur les bouteilles, ce qui permettait à la fois de garantir la qualité du produit, mais surtout le renouvellement régulier du distributeur, et donc le passage du whisky aux produits lactés est quand même un des éléments les plus inattendus de la vie d'Al Capone. C'est son consigliere qui lui a proposé ça, et il s'est réorienté de manière très intelligente dans la diversification de la production. Il y a toujours du bouteille, il y a toujours du liquide, mais c'est pas le même. Voilà, et si j'ose dire, on boit du petit lait avec vous en vous écoutant, Alain Boer. Et puis il y a des criminels dont on parle peu aujourd'hui, comme Carbone et Spirito, que vous évoquez dans ce livre. Qui sont les fondateurs du kyste criminel marseillais. Marseille est victime d'un kyste, elle a été prise en otage. Alors pour ça, pour ceux qui veulent voir ce que c'était Carbone et Spirito, ben, ils vont voir Borsalino, qui est un docu-fiction, comme je l'expliquais tout à l'heure pour les Apaches, c'est-à-dire un film qui vous raconte comment deux individus, des petits criminels, revenus du Liban et d'Égypte, ont pris le contrôle d'une ville complète, politiquement, criminellement, et se sont maintenus pendant des dizaines d'années en corrompant totalement la ville et en faisant en sorte qu'aujourd'hui encore, elle reste
le cœur du système du crime organisé français. Et il se trouve que Carbone avait une femme qui est devenue Manouche, un personnage parisien découvert par Roger Perfide, qui est devenue une reine du tout Paris dans les années 70, et qui disait « J'ai commencé comme mannequin chez Patou, je suis devenu maintenant mannequin chez Olida », car elle avait beaucoup d'humour. Oui, oui. Alors, il y a aussi Landru que vous évoquez. Formidable. Un acteur, alors, un criminel horrible, mais un acteur lors de son procès, qui est quand même absolument incroyable, puisqu'il va réussir à tenir son procès, bien plus que le président de la cour d'assises. Et donc, un cas incroyable de manipulation et de prise de contrôle, alors même qu'il n'y a aucun doute sur la fin. Mais il va réussir à créer des rebondissements permanents au cours des audiences, et c'est un phénomène de foi. Alors raconté plus qu'enregistré, parce qu'il n'y a pas de film, mais la lecture des PV d'audience est un phénomène incroyable. Il habitait Gambet dans une maison, oui. Et il se trouve que je suis un jour allé dans cette maison avec celui qui l'avait racheté. Vous n'avez pas amené vos valises? Non. Parce que c'est comme ça qu'on a compris combien il avait tué de femmes. Bien sûr, oui. Parce qu'il avait gardé les valises, des dizaines de valises, car en fait le nombre de meurtres supposés de Gambet, c'est 30, 40, 50. En fait, personne n'en sait rien. En même temps, il se trouve que ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la place de la cheminée, il y a aujourd'hui un barbecue. Que les propriétaires un clin d'œil. Mais c'est tout à fait le hasard. Alors, il y a aussi Marie Bénard, qui a été acquittée après, qui est aussi un personnage que vous évoquez dans ce livre, Alain Boer. Oui, Marie Bénard, alors d'abord, c'est pas bien, c'est la veuve noire, et puis c'est surtout un téléfilm qui n'est pas un film de cinéma, avec Alice Sapritch, qui va être un événement de la réhabilitation posthume, enfin lointaine, de Marie Bénard, l'empoisonneuse, avec ce débat sur les experts, qui est le premier débat sur est-ce qu'il y a de l'arsenic naturel, est-ce que c'est de l'arsenic qui est venu après, pendant, et une première mise en cause du rôle et de la place des experts dans le procès pénal, qui n'ont pas la vérité absolue, pas plus que l'ADN n'est une vérité absolue, et que la construction de la preuve ne peut pas se limiter à un seul élément de la preuve, et puis le doute, l'arrivée du doute dans l'opinion publique. La manière dont l'opinion publique soudain se saisit, comme Voltaire l'avait fait dans l'affaire Calas, la première fois où il prend à témoin l'opinion publique contre la mise en cause d'un jeune homme qui avait eu le malheur de passer, de ne pas être catholique et qui était protestant, en vérité, etc. Il y a là un événement dans l'affaire Bénard, c'est ça. L'opinion publique prend une place dans le procès moderne qu'on n'avait pas vu jusque-là. Il se trouve que Charles Trenet a été l'un des premiers à prendre sa défense pour une raison très simple, c'est que Marie Bénard était le sosie de sa cuisinière Maria. Voilà. Oui, et heureusement, c'était pas l'inverse. Il se trouve aussi que vous évoquez un mystère qui n'est jamais vraiment résolu, c'est le meurtre de John Kennedy. On ne sait pas s'il n'a pas été résolu. Disons que personne n'est tombé d'accord sur... voilà. Mais il y a une hypothèse qui est la plus vraisemblable, c'est un complot criminel organisé avec une partie de l'appareil d'État américain et notamment du FBI, avec des opérateurs dont certains sont venus du crime organisé canadien. Disons qu'aujourd'hui, on dispose d'à peu près 80... 90% de ce qui pourrait être la vérité, de ce qui ressemble à la vérité. Mais quand on n'a pas de preuves, ça ne reste que des hypothèses. Et puis il y a les crimes aussi qui ne sont pas liés à la violence, comme la contrefaçon, l'escroquerie. Ça aussi, ça fait partie du... Ça fait des victimes. Ça fait des victimes dans l'emploi, ça fait des victimes dans les finances, ça fait des victimes dans les créateurs, les auteurs. C'est quand même important de souligner que tout n'est pas sanglant, mais tout est crime. Et vous évoquez aussi les juges, en particulier le juge Falcone. Oui, bien sûr, les juges qui donnent leur vie. Alors, il y a des juges français aussi, des juges italiens. Ceux-là sont très spectaculaires parce que c'est pas comme le juge Renaud assassiné sur les marches du Palais à coups de pistolet ou de fusil mitrailleur. Là, c'est des explosions avec des effets tout à fait impressionnants dans la société italienne. Une révolte de la société italienne contre la mafia, qui répondra d'ailleurs elle-même en créant des attentats. C'est la première fois que la mafia passe au terrorisme pour desserrer l'étreinte que l'État italien soudain fait peser sur elle, des révoltes de policiers qui, parce que leurs collègues sont morts aussi, jeunes collègues, considèrent que l'État est mou, l'État est lâche et qu'il doit agir contre les organisations mafieuses et particulièrement la mafia sicilienne. Oui, ce sont des héros
de la lutte contre le crime, comme le général Della Chiesa et quelques autres. En tout cas, moi, je pense que ce serait un crime de ne pas lire ce dictionnaire amoureux illustré du crime que vous avez publié chez Plon et Grund. C'est un livre parmi d'autres, parce que vous allez continuer comme ça, Alain Boer. Ah oui, j'en écris quelques-uns, là. Il va y avoir, au bout de l'enquête, tome 3, bientôt. Et puis, nous avons quelques beaux projets, plus dans la fiction, mais je voudrais vous en parler une autre fois. Avec joie. Avec vous, il y a toujours quelque chose à dire dans les clés d'une vie. Merci Alain Boer. Et puis, continuez comme ça. Vous êtes un exemple à suivre. Merci à vous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.